Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour l'information sur la Voix Sainte TV à la une de cette édition. L'ONG évangélique Compassion Suisse lance une campagne contre le trafic d'enfants. Financement illicite de la campagne de Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'il en est exactement? Élément de réponse dans cette édition. Et puis en sport, il Tonga, polémique autour du rugby et de la boxe féminine. Voilà, bienvenue à tous et à toutes. L'ONG évangélique de parrainage d'enfants Compassion Suisse mobilise les chrétiens suisses contre ce fléau de trafic d'enfants. À cet effet, elle lance une campagne le 25 mai prochain à l'occasion de la Journée internationale des enfants disparus. On en sait plus avec Martial Kwasi. Le monde entier enregistre au quotidien la disparition d'enfants. Face à ce fléau qui constitue une gangrène pour les nations, l'ONG Compassion Suisse lance une campagne contre le trafic d'enfants d'ici le 25 mai prochain à l'occasion de la Journée internationale des enfants disparus. Par ailleurs, l'ONG évangélique de parrainage d'enfants mobilise les chrétiens suisses contre ce fléau et propose également des solutions. Pour elle, le parrainage est un rempart contre de nombreuses formes d'exploitation humaine. Pour rappel, le travail des enfants touche de 4 à 11% des 5 à 14 ans en Amérique latine. L'UNICEF estime que 150 millions d'enfants dans le monde vivent dans la rue et 2 millions sont victimes de prostitution forcée. Reçu en entretien au palais de la présidence du Plateau par le président de la République de Côte d'Ivoire, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Mokhtar Diop, a évoqué les projets de la Banque mondiale en faveur de la Côte d'Ivoire. Le point avec France Conan. L'entretien a permis de faire un tour d'horizon des relations entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie et de l'éducation. Monsieur Mokhtar Diop a annoncé un projet de 200 millions de dollars de la Banque mondiale pour appuyer le secteur de l'anacadre et un autre projet de 300 millions de dollars pour la filière cacao. Il a également fait état d'une recommandation au chef de l'État quant à un appui de son institution pour l'optimisation de l'interconnexion électrique entre la sous-région à travers la mise en place d'un mécanisme devant permettre de réguler et de faciliter les échanges d'électricité. Pour terminer, le vice-président de la Banque mondiale a annoncé que son groupe mettra à la disposition de la Côte d'Ivoire, au cours de cette année fiscale qui se termine en juin prochain, une enveloppe d'environ 1 milliard de dollars pour soutenir ses efforts de développement. Notons que le ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Patrick Hachi, le ministre Aboudraman Sissé, conseiller spécial du président de la République, et le directeur du cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Fidel Sarasoro, ont pris part à cet entretien. Contribution de la microfinance à l'inclusion financière en Côte d'Ivoire, tel est le thème des Journées nationales de la microfinance. L'ouverture officielle de la première édition a eu lieu le jeudi 22 mars 2018. Ces journées sont organisées par l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de la Côte d'Ivoire. Freddy Soundé, sans commentaire. À l'ouverture des travaux, le ministre Adama Kone est revenu sur l'apport des systèmes financiers décentralisés de l'économie nationale. Pour lui, la majorité des Ivoiriens restent malheureusement exclus du système financier avec seulement 16% de la population possédant un compte bancaire et un taux de pénétration de la microfinance qui ne représente que 6%. Le ministre de l'économie et des finances Adama Kone a déploré cette situation, estimant que le thème de cette première édition des journées nationale de la microfinance est l'occasion d'apporter des solutions innovantes et durables à la construction du système d'un secteur financier inclusif et viable en Côte d'Ivoire. Pour sa part, Yao Georges Kwasi, le président de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Côte d'Ivoire, s'est félicité de la croissance régulière des activités des systèmes financiers décentralisés en général. Pour lui, ces journées seront l'opportunité de projeter les actions à venir pour la poursuite du développement de la microfinance dans notre pays. La direction de la régulation et de surveillance des systèmes financiers décentralisés a pour mission d'instruire des dossiers de demande d'autorisation, d'exercer en qualité de microfinance, d'effectuer les contrôles nécessaires pour garantir de la bonne gestion des institutions de microfinance et le respect de la régulation en vigueur, d'assurer la protection et le suivi des indicateurs du secteur de la microfinance et de veiller à la mise en œuvre de toutes les mesures prises par l'autorité à l'encontre des structures de microfinance.
Les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive sévissent actuellement en Côte d'Ivoire. À cet effet, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique va procéder au lancement d'une campagne nationale pour lutter contre ces maladies, nous dit Ibo Marus. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, avec le soutien de l'Agence des États-Unis pour le développement international, va procéder le vendredi 23 mars à Divo au lancement d'une campagne nationale pour la lutte contre les maladies tropicales négligées. La filariose lymphatique, l'onchocercose et les géohelminathiases sont des maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive qui sévissent actuellement dans 74 et 83 districts en Côte d'Ivoire. La distribution massive de médicaments s'effectuera dans les écoles ainsi que dans des communautés dans 57 districts sanitaires. En 2017, près de 12 millions de personnes ont été traitées avec une couverture thérapeutique de 71,42%. Pour 2018, le programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive estime à 13 391 847 la population à traiter pour la filariose lymphatique et à 10 859 766 pour l'onchocercose. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique bénéficie d'un appui technique et financier des partenaires pour le contrôle et l'élimination de ces maladies à travers des méthodes préventives. L'objectif est d'atteindre 90% de couverture programmatique pour espérer éliminer ces maladies d'ici 2020. À l'international, à présent, empêtrée dans un scandale financier, la présidente mauricienne Amina Gurib Fakim, qui était devenue, après le départ d'Ellen Johnson Sirleaf, la seule femme chef d'État du continent, a rendu démission ce vendredi 23 mars 2018. Elle était devenue depuis le départ d'Ellen Johnson Sirleaf la seule femme chef d'État du continent. Gurib Fakim fera malheureusement ses valises ce vendredi. Empêtrée dans un scandale financier, la présidente mauricienne s'est vue dans l'obligation de quitter la State House. Il lui est reproché d'avoir fait des achats personnels de l'ordre de 27 000 $ avec une carte bancaire fournie par l'ONG Planet Earth Institute. Pour certains habitants de l'île, par contre, la présidente bénéficie des circonstances atténuantes. Ce n'est pas une erreur grave, on lui a donné la carte pour l'utiliser et non pour la conserver. Alors elle l'a utilisée, elle aurait pu venir s'expliquer, mais je ne crois pas que c'était une raison pour qu'elle démissionne. Eh bien, nous pouvons lui pardonner, parce que par le passé, il y a eu des cas beaucoup plus graves et leurs responsables sont toujours en place. Je ne pense pas qu'elle ait fait quelque chose de si grave. Des analystes pensent cependant que l'acte commis par Gurib Fakim constitue une violation de la loi suprême de son pays, suffisant donc pour réclamer sa démission. Elle a violé la Constitution, il n'y a aucun doute à ce sujet, et en tant que telle, elle devrait démissionner, sinon elle aurait dû être limogée. Mais même avant cela, il y avait une accusation d'inconduite grossière contre elle. Arrivé au pouvoir en grande pompe en 2015, Gurib Fakim quitte donc le palais présidentiel 3 ans après par une toute petite porte. L'incertitude toujours en Catalogne. Les députés indépendantistes ont échoué à faire élire au premier tour leur candidat à la présidence de la région. L'incertitude toujours en Catalogne, les députés indépendantistes ont échoué à faire élire au premier tour leur candidat à la présidence de la région. 64 votes si. Jordi Turull n'a recueilli que 64 voix, 65 députés ont voté contre et les 4 élus séparatistes les plus radicaux se sont abstenus. Au second tour samedi, il lui suffirait de la majorité simple pour être élu, mais l'ancien porte-parole du gouvernement catalan est en liberté provisoire. Il doit d'abord se présenter devant un juge ce vendredi. Il pourrait alors être renvoyé en prison préventive où il a déjà passé 1 mois après le vote au Parlement catalan sur la proclamation de l'indépendance. Jordi Turull est
le troisième candidat proposé par les députés indépendantistes pour la présidence de la région. Soupçonné d'avoir perdu d'importantes sommes d'argent du pouvoir libyen sous Mohamed Kadhafi pour le financement de sa campagne en 2007, Nicolas Sarkozy a été entendu pendant 2 jours par la police de Nanterre avant d'être mis en examen. Retour sur les faits qui alimentent l'actualité politique française avec nos confrères de TF1. Il aura clamé son innocence pendant de longues heures, tout comme souhaité échapper à l'embarrassant statut de mise en examen. Sans succès. Il est un peu plus de 20 heures hier soir. Nicolas Sarkozy sort libre du siège de la police judiciaire, mais désormais officiellement dans le collimateur de la justice. L'étau d'un supposé financement libyen de sa campagne pour l'Élysée en 2007 vient de se resserrer brutalement. Les 3 juges d'instruction ont retenu autant de chefs d'accusation. D'abord la corruption passive. Concrètement, de l'argent réclamé ou reçu par un représentant de l'État. Ensuite, le financement illégal de campagnes électorales, synonyme dans le code pénal d'argent jamais déclaré. Et enfin, le recel de détournement de fonds publics, en l'occurrence libyens. Après 25 heures de garde à vue, les juges ont visiblement été peu convaincus par les arguments de l'ancien chef de l'État. Ils estiment avoir suffisamment de témoignages, à leurs yeux précis et étayés, peu importe l'absence de preuves matérielles implacables. Sur procès verbal, plusieurs témoins, dont certains récemment entendus en Libye, ont évoqué souvent les mêmes versements d'argent, de prétendues valises remplies de millions d'euros en liquide, offerts par l'ex-dictateur Kadhafi au camp Sarkozy, de fidèles lieutenants comme Claude Guéant ou Brice Hortefeux, que les juges d'instruction interdisent désormais à l'ancien président d'approcher, tout comme d'ailleurs certains intermédiaires sulfureux, dont les noms se retrouvent mêlés à cette affaire d'État. Nicolas Sarkozy a enfin l'interdiction de se rendre dans plusieurs pays étrangers, jusqu'à nouvel ordre. Terminons en sport. Plusieurs personnalités féminines ont exprimé leur mécontentement face à la décision du ministre de l'Éducation des îles Tonga d'interdire les filles d'exercer le rugby et la boxe. Parmi elles figure le Premier ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, qui a exprimé sur plusieurs médias son désaccord. En série, son commentaire. Cette polémique est née la semaine dernière quand un décret pris par le gouvernement de l'archipel de 120 000 habitants a privé une équipe d'élèves du lycée de Tonga de participer à un tournoi de touch rugby, version sans plaquage du sport. La réaction était virulente puisque plusieurs personnalités ont contesté ce décret. C'est le cas de Jacinda Ardern, le Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, qui a pris ce vendredi ses distances avec le décret du ministre de l'Éducation des îles Tonga pour montrer son désaccord. À ses côtés s'est joint Valérie Adams, l'icône tongienne du lancer du poids, qui a affirmé que les femmes des Tonga doivent se lancer dans le rugby comme dans n'importe quel sport. Elle a dénoncé une interprétation mal avisée et obtuse de la culture locale. Face à cette polémique, le ministère de l'Éducation du Royaume a réagi. Il a déclaré que cette décision vise à préserver la dignité des Tongiennes et maintenir les valeurs culturelles des Tonga. Volant à la rescousse de son homologue Akilisi Pohiva, le Premier ministre des îles Tonga depuis 2017 a dans un communiqué clarifié que le gouvernement encourage activement la participation de tous les élèves des Tonga dans tous les sports sans discrimination. Voilà la fin de cette édition. Merci beaucoup d'y avoir pris part. Restez bénis sur La Voix Sainte TV. À bientôt.